Aujourd'hui, exercice de base sur l'algèbre linéaire. Donc, on va avoir un endomorphisme F donc de R3 qui a x, y, z associe x plus y, 2x plus z, x moins y plus z. Et on va répondre à 4 questions. La première, c'est de trouver la matrice A de F dans la base canonique. Ensuite, on trouvera une base du noyau de F, puis une base de l'image de F, et pour finir, on vérifiera le théorème du rang avec ce qu'on a trouvé pour le noyau et la base. Donc, on va commencer avec la première question, de trouver la matrice A de F. Alors, pour trouver la matrice A de F, on a plusieurs façons de la trouver. Une façon assez simple, ça va être de remarquer nos éléments ici, donc x plus y, 2x plus z, et x moins y plus z. On va le marquer sous forme d'une matrice fois le vecteur x, y, z. Et notre matrice ici sera la matrice A. Donc ici, on aura la matrice A. Et donc, pour avoir x plus y, on va faire 1, 1, 0. On aura x plus y plus 0 fois z. Pour 2x plus y, on aura 2, 0, 1. 2x plus z, désolé. On aura 2x plus 0y plus z. Et pour le dernier, 1, moins 1, 1. On aura bien x moins y plus z. Donc, cette matrice-là, c'est la matrice A. Et donc, c'est avec cette matrice A qu'on va chercher le noyau, l'image de F, et ensuite, grâce à ça, on vérifiera le théorème du rang. Donc, maintenant qu'on a trouvé A, qui est défini par cette matrice, donc ça, c'est la matrice de l'endomorphisme F dans la base canonique, on va pouvoir maintenant travailler sur le noyau de F. Donc, commençons. Qu'est-ce que le noyau de F? Ceux qui ne s'en rappellent pas. Le noyau de F, qu'on note ker de F, c'est l'ensemble des vecteurs de R3 tels que f de x égale à 0. Donc ici, c'est le 0 de R3. Donc, on va répondre ça sous forme matricielle, parce qu'ici, on a la matrice. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette matrice augmentée avec donc le 0 de R3, donc 0, 0, 0, ça va être donc le noyau, et on va échelonner. Donc, on a quoi? On a 1, 1, 0, 2, 0, 1, 1, moins 1, 1, augmenté à 0, 0, 0. Et donc ça, on va l'échelonner par ligne. Donc, première chose qu'on va faire, ici, on va prendre la ligne 2 et on va lui enlever 2 fois la ligne 1. Donc L2 moins 2L1. Et pour la ligne 3, on va faire à peu près pareil. On va prendre la ligne 3 et on va lui enlever une fois la ligne 1. Ici, on utilise la méthode du pivot. On va enlever avec ce poids ici, les deux valeurs là. Et donc finalement, on n'aura que 1, 1, 0. Ici, 2 fois moins 1, enfin 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. Ça, moins 2 fois ça, ça donne moins 2. Ça, moins 2 fois ça, ça donne 1. Et ici, ça, moins ça, ça donne 0. Ça, moins ça, ça donne moins 2. Et ça, moins ça, ça donne 1. Et ici, comme c'est que des zéros, on garde les zéros ici. Ici, on se rend compte d'un truc, c'est qu'on a 2 fois la même ligne. La ligne 2 est égale à la ligne 3. Donc si par exemple, au prochain coup, on fait ligne 3 devient ligne 3 moins ligne 2, finalement, on aura 0, 0, 0, 0. Donc, on peut directement la supprimer. On se retrouve avec une matrice, ici, donc qui est 1, 1, 0, 0, moins 2, 1, 0, 0, 0. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? La ligne 3, c'est devenu la ligne 3 moins la ligne 2. On continue. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir ici chercher à trouver 1. Donc en fait, on va multiplier par moins 1,5. Donc on aura 1, 1, 0, 0, 1. Et donc là, par moins 1,5, ça va faire moins 1,5. Et ici, 0, 0, 0. Toujours, quand on n'a que
que des zéros, qu'on multiplie, ça donne pareil. Donc là, en remplaçant cette matrice par nos valeurs, on va avoir que x plus y égale à 0, et ici que y moins 1 demi de z égale à 0. Ici, il ne nous reste plus qu'à passer les éléments de l'autre côté. Donc, on va avoir que x égale à moins y et que y égale à 1 demi de z. Mais donc, si y vaut 1 demi de z, alors moins y vaut moins 1 demi de z. Maintenant, pour z fixé, par exemple, pour z égale à moins 2, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que y il vaut moins 1 et x il vaut 1. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le noyau de f, ok, il est engendré par les vecteurs de ce style, mais comme z ici, il appartient à R3, là on a pris pour une valeur prédéfinie, mais z il appartient à R, pas R3, z appartient à R. Donc finalement, en fait, c'est un espace vectoriel, d'accord? Donc en fait, on en déduit que le noyau de f, regardez ici, comme ça dépend de z, eh bien le noyau de f, c'est égal à l'espace, le sous-espace vectoriel engendré par, donc on va prendre un vecteur de cette droite, ici on va prendre 1, moins 1, moins 2. Voilà, donc on a réussi à trouver une base du noyau de f. Donc maintenant qu'on a trouvé une base du noyau de f, on va chercher une base de l'image de f. Donc qu'est-ce que c'est que l'image de f? En fait, par définition, l'image de f, c'est l'ensemble des f de x, tel que x soit un vecteur de R3. Ok, donc en fait, c'est ce que va engendrer notre endomorphisme f, notre f. Ici, comment on va faire? On va reprendre notre matrice ici. Ok. Donc on avait la matrice A qui valait 1, 2, 1, 1, 0, moins 1, 0, 1, 1. Et donc maintenant, comment on va la regarder? On ne va plus la regarder par ligne, comme pour trouver le noyau. Ok. Mais maintenant, comme on veut voir ce qu'engendre f, on va la regarder par colonne. Et donc ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'échelonner par colonne pour voir si en fait une des valeurs, enfin un des vecteurs ne pourrait pas s'annuler. Ou pas. Enfin on verra. Donc faisons-le. On va avoir que cette matrice, on va commencer par l'échelonner par colonne. Et donc en fait, on va prendre L comme pivot, d'accord? Donc ce vecteur-là comme pivot. Et donc on va annuler celui-là. Donc on va le garder, lui, 1, 2, 1. Ensuite, lui, on fait lui, ce vecteur-là moins ce vecteur-là. D'accord? Donc 1 moins 1, 0. 0 moins 2, moins 2. Moins 1, moins 1, moins 2. Et ici, on garde 0, 1, 1. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a dit que notre colonne 2 devient notre colonne 2 moins la colonne 1. On va continuer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rendre ce moins 2 égal à 1. Donc en fait, on va multiplier par moins 1 demi. On a finalement 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Avec ici la colonne 2 qui vaut moins 1 demi de la colonne 2. Et puis, pour finir, on va prendre notre colonne 3 et on va dire que c'est la colonne 3 moins la colonne 2. Donc on aura 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici une famille, d'accord, de vecteurs de l'image de f. Donc là, c'est l'image de f. Ok, on l'a échelonné. On obtient une famille qui est libre, d'accord? Ces deux vecteurs sont libres, hein, on le voit. Et finalement, on a un vecteur qui s'est annulé, d'accord? Donc en fait, ici, l'image de f, on peut dire qu'elle est engendrée
on peut dire que c'est le sous-espace vectoriel engendré par 1, 2, 1 et par 0, 1, 1. Donc, maintenant qu'on a trouvé une base du noyau et une base de l'image, on va pouvoir vérifier le théorème du rang. Alors, je vais le rappeler, le théorème du rang, il nous dit que, donc là, on va directement se mettre dans notre espace. Il nous dit que la dimension de notre espace, donc ici de R3, ça vaut la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F. Donc, on va vérifier, on va faire la somme des deux et on va voir si c'est bien égal à la dimension de R3. Donc, la dimension du noyau de F, qu'est-ce que ça vaut? Dimension du noyau de F, ici on a un vecteur, d'accord? Donc, le noyau de F est un sous-espace vectoriel engendré par un seul vecteur. On est dans R3, un seul vecteur engendre une droite. Donc ici, la dimension, un seul vecteur, il est de dimension 1. De même, donc, pour la dimension de l'image de F, bon, ben ici, on est engendré par deux vecteurs. Ces deux vecteurs, ils sont linéairement indépendants, d'accord? Donc c'est une famille libre. Donc en fait, on a en dimension deux vecteurs qui sont libres, donc la dimension de l'image vaut 2. Et donc on va faire la somme des deux. Donc finalement, la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F, ça vaut 1 plus 2, qui vaut 3. Et alors, est-ce que 3, c'est la dimension de R3? Oui. Et dimension de R3 égale à 3. Donc, ici, on a bien vérifié que le théorème du rang marche. Et donc voilà, maintenant qu'on a vérifié, enfin qu'on a répondu à ces 4 questions, j'ai essayé rapidement de faire un schéma, alors c'est un peu dur, mais sur ce schéma, j'ai représenté en vert donc l'espace vectoriel, hein, le sous-espace vectoriel du noyau de F, d'accord? Donc c'est cette droite-là, ok? Donc si un vecteur se retrouve sur cette droite, par F, ça donnera 0, ok? Et en rouge ici, j'ai représenté les deux vecteurs qui engendrent l'image, d'accord? Et donc j'ai essayé de faire quelque chose, voilà, donc là on a un plan, ok? Donc tout ce plan-là, c'est où F va envoyer ses éléments dessus, ok? Donc voilà, on peut représenter cet endomorphisme par un schéma hein, qui est un peu dur à voir, mais ça paraît plus concret déjà.